Histoire ennuyeuse pour s'endormir. Ce que les Vikings mangeaient réellement lors de leur long festin d'hiver. Salut à tous, ce soir, nous pénétrons dans une maison longue viking imprégnée de fumée de bois de laine humide et d'une odeur clairement suspecte de poisson dans l'air. Les poutres du plafond grincent comme de vieux navires et quelque part dans l'ombre, vous jureriez qu'un hareng salé vous fixe du regard. Ce n'est pas la version romantisée de la vie viking avec armure en cuir impeccable et tresse parfaite, c'est la vraie froide affamée des brouillardes. Vous arrivez tout juste au début d'un hiver viking et le festin est sur le point de commencer. Vous ne survivrez probablement pas ni au gel, ni aux odeurs, et encore moins à cette cuve douteuse remplie de colonnes vertébrales d'agneaux marinés. Mais bon, c'est de l'histoire. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bruit de fond et embarquons ensemble dans le voyage de ce soir. Vous progressez dans la neige tassée pour rejoindre la chaleur de la maison longue communautaire vous baissant sous une porte bordée de peaux de phoque épaisse. À l'intérieur, c'est sombre, à l'exception de la lumière du feu qui vacille sur des rangées de viande suspendues comme des carillons au vent, surtout du poisson, un peu de porc et quelque chose qui pourrait être du phoque ou pas. Vous faites semblant de ne pas trop regarder. C'est décembre, ce qui signifie saison des festins. Et dans la culture viking, cela ne signifie pas plateau de fruits de frais et jambon sculpté sous chandelle dorée. Cela veut dire que vous mangez ce que vous avez enterré en août en espérant que cela ne vous tuerait pas avant Yule. Le secret pour survivre à un hiver scandinave, le sel, la fumée et un estomac bien accroché. Ce sifflement que vous entendez près du mur, c'est de l'huile de poisson qui bout dans un chaudron. Quelqu'un s'apprête à badigeonner des lamelles de morue séchée. Vous appelleriez cela dégoûtant, mais vous êtes gelé et l'odeur est étrangement réconfortante. Et vous n'êtes pas seul dans votre faim, des chiens se glissent sous la table espérant des restes tandis que des enfants mâchent du pain dur comme des chiots en train de faire leurs dents. Les historiens s'accordent à dire que le régime viking était étonnamment riche en protéines, le hareng, l'anguille et le saumon étaient ni des aliments de base, surtout dans les régions côtières. Les techniques de conservation étaient essentielles. Les anguilles salées ne font peut-être pas rêver, mais si vous n'obteniez pas votre sodium via des aliments préservés, vous n'arriviez probablement pas jusqu'au printemps. Vous vous asseyez sur un coussin grossièrement tissé et acceptez un morceau de renne fumée d'un hôte barbu qui ne croit pas au bavardage. La viande est coriace dense et d'une certaine manière parfaite quand votre visage est encore gelé. Il n'y a pas de fourchette en vue, alors vous déchirez le morceau comme tout le monde, d'abord avec les mains, ensuite avec moins de dignité. Au-dessus de vous, des herbes séchées pendent à côté de bandes de graisse de baleines éloignant les mouches et les mauvais esprits. Ce n'est pas une blague, les Vikings croyaient que certaines herbes avaient des pouvoirs protecteurs. Et si vous avez déjà senti un ragoût d'intestin de phoque en décomposition, vous conviendrez que tout ce qui porte l'étiquette protecteur valait la peine. Petit fait curieux, certaines télémaisons longues auraient possédé des étagères à fumer, des racks suspendus au-dessus de l'âtre utilisés pour sécher le poisson, les herbes, ou parfois fermenter de la viande avec une écorce moisie spécifique pour donner du goût. Oui, du moisi, une sorte de version viking du fromage bleu, en beaucoup plus audacieux. Vous suspectez que l'odeur qui flotte près de votre oreille n'est pas celle du feu, c'est la cuisine héritée. Bien sûr, les historiens débattent encore pour savoir si les méthodes de fermentation viking étaient de véritables innovations culinaires ou juste une tentative désespérée pour masquer la pourriture. Quoi qu'il en soit, votre nez s'en fiche. Il se rebelle. Vous essayez de ne pas vomir tandis que quelqu'un trempe un gros morceau de viande de phoque grasse dans une bouillie aigre qui a manifestement gagné son combat contre la cuillère. Dehors, le vent hurle, mais à l'intérieur de la maison longue, l'ambiance est étrangement joyeuse. Quelqu'un commence à tambouriner. Une femme chante une berceuse en vieux norrois et un jeune garçon pieds nus fait passer un panier d'œufs marinés. Vous hochez la tête poliment. Vous n'avez aucune idée d'où il a trouvé des œufs en plein hiver, mais vous soupçonnez de la magie. Ou des poules extrêmement travailleuses. Près de l'âtre, deux anciens se disputent pour savoir si le fromage de chèvre de l'hiver dernier était le meilleur lot. Ou celui qui a rendu la moitié de la famille malade. Cela fait partie du rituel, se remémorer les anciens festins, débattre de la texture des saucisses et accuser les voisins des mauvaises odeurs. Même les animaux domestiques de Vikings ne sont pas oubliés pendant les festins d'hiver. Les chiens rongeaient des eaux bouillies, tandis que les chats rôdaient pour récupérer des restes de truites. Et n'oublions pas le crâne de bœuf posé solennellement sur la cheminée. Ce n'est pas de la décoration, c'est un souvenir. Un hommage à un repas si mémorable qu'il méritait un autel. Vos doigts se réchauffent autour d'une coupe en argile remplie de bouillon chaud. C'est salé, trouble et suspectement gélatineux, mais ça fait l'affaire. Vous sirotez lentement, jetant un regard autour de vous à cette étrange sensation de confort. Ce n'est pas le genre de festin avec des coupes en or ou des quatuors à cordes. Mais dans ce monde, la survie est le prix
et la saveur est facultative. Des rires éclatent. Quelqu'un essaie de jongler avec des oignons. Un autre les frappe avec une louche. C'est la version viking de la joie des fêtes, pas de cadeaux, pas de bougies parfumées au pain, juste de la chaleur partagée, assez de calories pierciantes pour tenir jusqu'en février et des histoires racontées entre deux bouchées. Et juste au moment où vous pensez que c'est terminé, quelqu'un sort un paquet carbonisé de viande mystérieuse des braises. Personne ne sait ce que c'est, il le mange qui pas quand même. Vous décidez de passer, c'est votre tour. Vous vous adossez contre le mur en bois, repu pas de cette façon moderne qui vous bourre l'estomac, mais d'une manière calme et solide. Vous avez mangé les mêmes choses que du renne fumé, du poisson mariné, de la bouillie d'orge aigre et une bonne dose d'enthousiasme légèrement terrifiant. Quelque part au loin, vous entendez un loup. Ou peut-être est-ce votre estomac qui tente de digérer ce que vous venez d'avaler. Quoi qu'il en soit, vous ne quitterez pas la maison longue ce soir. Le vent a pris le monde dehors et ici, dans la lueur du foyer, vous allez peut-être vous endormir bercé par le parfum du sel et de la fumée. Vous vous réveillez au son de bols en bois qui s'entrechoquent et de quelque chose qui grésille sur le feu le matin dans une maison longue. Viking n'est pas exactement paisible, mais il est chaleureux à sa manière. Le froid se glisse encore sous les couvertures de fourrure, mais la promesse d'un repas chaud suffit à vous faire vous redresser. Votre souffle ambulaire alors que vous vous asseyez et quelqu'un vous tend une tranche de quelque chose d'étrangement beige. C'est du pain, plus ou moins. Du pain d'orge pour être précis, dense foncé plat avec une texture entre un paillasson et une brosse à récurer. Vous mâchez prudemment. C'est sec, mais pas horrible. Une noisette de beurre de chèvre le rend étonnamment correct. C'était le petit déjeuner. Et le déjeuner. Et si nécessaire le dîner, l'orge était le glucide qui vous portait à travers le froid scandinave. Tandis que le blé était rare et précieux dans le nord, l'orge était fidèle. Elle poussait dans des climats rudes, nourrissait aussi bien les humains que les animaux et jouait un rôle central dans la cuisine viking. Le pain était souvent sans levain cuit sur des pierres chaudes et servi avec le produit laitier qui n'avait pas encore tourné ou qui avait tourné mais de manière volontaire et légèrement prétentieuse. Vous puisez une louche de bouillie qui mijote près de l'âtre. C'est aussi fait d'orge bouillie jusqu'à former une pâte avec des morceaux de légumes secs et parfois des lambeaux de viande surprise. Un aliment de base viking appelé velling ou grut, qui remplit l'estomac même s'il n'éveille pas les papilles. Vous sirotez lentement, appréciant la chaleur plus que le goût. C'est épais, un peu acide et curieusement réconfortant. Et voici la révélation, les produits laitiers vikings étaient excellents. L'histoire dominante confirme qu'ils ne se contentaient pas de boire du lait, ils fabriquaient du beurre, du fromage, du caillé et même un proto-yaourt que les gastronomes modernes qualifieraient d'artisanal. Les vaches et les chèvres étaient aux traites chaque jour et pendant les mois d'été, le beurre était baratté avec soin salé pour sa conservation, puis enterré dans des pots en terre pour survivre aux mois à venir. Les historiens débattent encore pour savoir si le beurre viking était réservé aux riches ou largement partagé entre les fermes. Certains sites funéraires suggèrent que les foyers d'élite possédaient de plus grandes réserves de produits laitiers et même des pots à beurre spécialisés. D'autres avancent que la présence de produits laitiers dans les tombes de roturiers indique un accès plus généralisé. Quoi qu'il en soit, en hiver, le beurre était de l'or onctueux, salé et plein de graisse. Vous mâchez lentement, regardant une femme pétrir de la pâte avec une pierre plate pendant qu'un enfant ajoute des feuilles d'ortie séchées dans un pot. Les herbes sauvages étaient des héroïnes discrètes de la cuisine viking. Le pissenlit, l'oseille, l'ortie et le chénopode apportèrent du goût des fibres et cette variété essentielle pour ne pas manger encore de la viande. Associés à des légumes racines comme les navets et les carottes, ils composaient des ragoûts modestes mais nourrissants. Et oui, les Vikings avaient des cuillères, en os en bois ou encore ne façonnées avec soin et souvent partagées. Vous faites tourner la vôtre distraitement en attendant le prochain plat. C'est fou comme un simple ustensile peut incarner la civilisation dans un monde de restes mâchouillés. Petite anecdote curieuse, certains archéologues pensent que les Vikings parfumaient leur beurre avec de l'écorce de bouleau ou de la myrte des marais. Non pas parce qu'ils étaient le chef gastronomique, mais parce que ces herbes avaient des propriétés antibactériennes. Quand même, imaginez croquer dans une motte de beurre qui a le goût du sol forestier et penser « oui, ça ira ». Le festin continue non pas en un immense banquet, mais par vagues. Quelqu'un a découpé de fines tranches de mouton froid et les a posées sur des galettes d'orge comme des canapés préhistoriques. Un autre remue une pâte épaisse de pois et d'oignons pendant que des vieillards se disputent pour savoir si les caillés de chèvre d'il y a 2 hivers étaient meilleurs que ceux-ci. Vous souriez. C'est une vérité universelle, peu importe le siècle, les vieux hommes débattront toujours de fromage. Au centre de la maison longue, le feu s'est calmé, révélant un four improvisé, simplement des pierres chaudes nichées dans un cercle d'argile. C'est là que la magie opère. Les galettes lèvent légèrement les peaux de poisson croustillants sur les bords, et vous réalisez enfin que malgré l'absence d'épices,
La nourriture viking était réfléchie. Ce qui lui manquait en glamour, elle le compensait en ingéniosité. Bien sûr, les épices étaient en rare. Le sel était récolté dans l'eau de mer et échangé vers l'intérieur des terres, mais le poivre, la cannelle oubliée. L'assaisonnement viking venait de la fumée de la fermentation et parfois d'une baie de genévrier écrasée. Vous vous surprenez à rêver d'une pincée d'ail ou d'un peu de paprika, puis vous riez car vos ancêtres auraient sans doute appelé l'ail racine de sorcière et fui son odeur. Il y avait tout de même une forme de douceur, le miel. De l'or liquide récolté goutte par goutte dans des ruches sauvages, il parfumait l'hydromel, conservait les fruits et parfois servait à glacer la viande rôtie. Aujourd'hui, quelqu'un sort une rare gourmandise des pommes séchées infusées au miel et à l'hydromel. Vous en croquez une et soupirez presque. C'est moelleux, acidulé et assez collant pour vous sceller les dents. Un pur délice. Les enfants courent en lançant de petits os comme des dés, tandis que leurs parents échangent des morceaux de pain et regardent la tempête dehors. C'est une communauté simple et forte. La nourriture n'est pas seulement la survie, c'est la mémoire, le rituel. Une façon de marquer le temps quand la lumière du jour tombe à 4 heures par jour. Tout près, une vieille femme fredonne en remuant quelque chose d'épais dans un chaudron. Vous vous penchez. C'est une sorte de pudding, orge les baies, séché et un peu de graisse fondue. Ce n'est pas vraiment un dessert, mais c'est plus doux qu'une soupe. Vous en goûtez une cuillerée et vous vous sentez aussitôt réchauffé. Voilà à quoi ressemblait le comfort food avant les fours, les recettes ou les étoiles Michelin. Et si vous vous posiez la question oui, les Vikings s'asseyaient selon un ordre social. Plus votre nom ou vos cicatrices de bataille étaient respectés, plus vous étiez près du feu. Étrangers serviteurs et les gens peu remarquables, vous étiez placés près de la porte probablement avec les chiens. Vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule. Oui, ce chien à 3 pattes vous juge clairement. Un dernier fait avant la prochaine sieste, certains festins comprenaient des chansons spécialement dédiées à la nourriture. Oui, les Vikings avaient littéralement des hymnes à la collation. Les chercheurs ont retrouvé des fragments de poèmes louant les vaches laitières, le beurre frais et même les oignons. Les historiens débattent encore pour savoir s'ils étaient satiriques ou sérieux. Vu la prestation de l'homme corpulent en train de chanter une sérénade à un navet, vous penchez pour la satire. Vous vous adossez de nouveau ventre chaud, cœur apaisé. La tempête hurle toujours, mais ici vous êtes enveloppé d'un pain d'orge de beurre de chèvre et de cette satisfaction étrange qui vient du fait de savoir exactement ce qu'il y a dans votre assiette, même si la moitié en sortait d'un pot d'argile enterré. Vous ne savez plus vraiment quelle heure il est, le soleil n'a pas montré son visage depuis des jours, et à l'intérieur de la maison longue, le temps s'écoule au rythme des louches et des rires. Le feu rugit maintenant plus brillant qu'avant, et l'air porte une énergie différente. Ce n'est plus un simple repas, c'est une célébration. Vous êtes au cœur d'un festin d'hiver viking, et l'ambiance devient animée. Le tintement des gobelets en argile annonce l'arrivée de l'hydromel. Pas n'importe quel hydromel, cette cuvée vient du miel de l'été dernier vieilli dans des fûts de bois fumé et versé généreusement dans tout, sauf vos bottes. Le goût vif floral avec une touche de bois de cheminée et de mauvaises décisions. L'hydromel, c'était la manière des Vikings de garder le moral quand la neige montait plus haut que les vaches. Les historiens s'accordent, l'hydromel était la boisson viking par excellence pour les grandes occasions brassées à partir de miel d'eau et de levure sauvage, parfois parfumée avec des herbes comme la reine des prés. Ce n'était pas bon marché, mais lorsque le bétail était abattu et que les nuits devenaient plus longues, que votre patience, le nectar doré, faisait son apparition. Vous le sentez déjà, pas seulement l'alcool, mais la chaleur festive. Cette joie qui surgit quand la nourriture est chaude, que l'hydromel coule à flot et que quelqu'un raconte encore l'histoire de l'oncle Björn tombé dans le fjord en poursuivant une oie. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Le plat principal. Avec un sens dramatique, quelqu'un dévoile une pièce de viande en fermentation ou fermentée, ou qui devrait être illégale. La pièce se tait sauf un vieil homme qui éclate de rire. Vous reconnaissez l'odeur avant le nom Akarl, du requin fermenté. Ce n'était pas un mythe, les Vikings, surtout en Islande, conservaient le requin du Groenland en l'enterrant dans du gravier pour le laisser pourrir plusieurs semaines avant de le faire sécher à l'air libre. Le résultat ? Une bouchée caoutchouteuse riche en ammoniac qui sent les latrines et goûte comme un défi. On vous entend un morceau, vous mâchez, vous regrettez, vous avalez par fierté. La pièce éclate d'enthousiasme. Les historiens débattent encore pour savoir si le Akarl était vraiment un aliment de base viking ou une invention islandaise plus tardive vendue comme nostalgie nordique. Mais ce qui est certain, c'est que la fermentation dépassait la simple survie, c'était un symbole culturel. Plus ça sentait mauvais, plus on gagnait le respect. Le festin continue. Quelqu'un joue de la flûte en os. Un autre frappe un rythme sur un chaudron retourné. Il y a de la danse d'une certaine sorte, surtout des piétinements, parfois des chutes. Les rires s'intensifient. La nourriture devient spectacle.
Quelqu'un au bout de la table commence à découper des tranches fines d'un cygne rôti. Oui, du cygne. Dans les foyers vikings plus aisés, surtout ceux qui avaient accès aux terrains de chasse royaux ou aux routes commerciales, les festins pouvaient inclure du gibier comme l'oie, le canard ou le cygne. Tendre gras et symbole de statut, il était cuit lentement au feu et servi entier. On vous en offre une tranche. Elle fond en bouche comme une dinde sombre et orgueilleuse. Vous hochez la tête avec appréciation. Ce n'est pas un ragoût de paysan, c'est un festin fait pour impressionner les dieux ou au moins vos beaux-parents. À proximité, un groupe prépare du boudin moins violent qu'il n'y paraît, mais certainement pas un dessert ordinaire. C'est une saucisse faite de sang animal, de graisse, de farine et d'épices bouillies jusqu'à ce qu'elle devienne ferme, puis tranchée en rondelles copieuses. Vous y goûtez et décidez que c'est à mi-chemin entre un fudge salé et un défi culinaire. Petite anecdote, les Vikings auraient défaçonné des aliments rituels en forme d'animaux ou de dieux pour des offrandes cérémonielles. Certaines preuves suggèrent des pâtes façonnées comme les chèvres de Thor cuites et enterrées dans la neige ou la cendre comme prière pour la santé et la force. Imaginez des bonshommes en pain d'épices, mais plus en colère et avec des enjeux spirituels plus lourds. Quelqu'un sort une corne, une vraie corne à boire et propose un toast. Vous ne comprenez pas tout le vieux norrois, mais la salle répond à l'unisson suivie d'une gorgée enthousiaste. C'est bruyant, joyeux et pas du tout prudent. Vous sirotez votre propre coupe et vous demandez comment quelqu'un ici parvient à se réveiller avec ses souvenirs intacts. Ce qui nous amène à une vérité plus floue, tous les festins vikings n'étaient pas que plaisir et nourriture. Les chercheurs débattent de leur signification profonde. S'agissait-il simplement de célébration ou remplissaient-ils des fonctions spirituelles, juridiques ou politiques? Les festins pouvaient sceller des alliances, honorer les morts ou marquer des moments clés du calendrier lunaire nordique. Boire n'était pas optionnel, se vanter non plus. On attendait de vous que vous racontiez vos exploits réels ou exagérés et que vous affrontiez les jugements de vos pairs sous forme de regards en coin ou d'acclamations. Vous écoutez un homme nerveux borgne et trop denté se lancer dans une saga sur le meurtre d'un ours à la cuillère. Personne ne l'arrête. En fait, quelqu'un lui resserre de l'hydromel. Peut-être qu'on n'est pas censé croire ces histoires. Peut-être qu'on est juste censé les savourer. La nuit s'étire. Encore du poisson, encore du pain, un lièvre rôti qui passe de main en main comme un trésor. Vous jureriez que quelqu'un essaie d'allumer une brochette de viande avec son souffle. Vous vous laissez porter par le chaos, les joues rougies, le cœur léger. Mais même au milieu du tumulte, la nourriture continue d'arriver. Parce que c'est ça l'essentiel. Pas d'impressionner, pas seulement de se remplir le ventre, mais de partager. De créer l'abondance dans un monde où la rareté règne la plupart du temps. Un festin d'hiver, c'est un acte de défi. Un doigt levé bruyant et joyeux contre la faim et l'obscurité. Vous regardez autour de vous les ivrognes, les champs, le ragoût renversé, les miettes au sol, les bols partagés, les choses transmises de main en main. C'est désordonné, profondément humain et étrangement magnifique. Quelqu'un finit par s'endormir dans un coin, la tête posée sur un sac de pois sec. Vous êtes tenté de le rejoindre. Mais avant cela, un dernier toast est lancé aux dieux, à la récolte à la mer et surtout aux requins fermentés. Vous levez votre coupe en argile, vous riez et vous buvez. Le feu est plus doux maintenant, les cendres se déposent dans l'âtre comme de la neige, luisant faiblement sous les dernières bûches calcinées. Autour de vous, la maison longue s'apaise, non pas silencieuse, mais adoucie. La musique s'est estompée en un léger bourdonnement, l'hydromel est presque entièrement vidé. Et les enfants vikings, qui plutôt lançaient des croûtes de pain comme des shurikens, dorment à présent dans des amas de fourrures et de coudes. Et pourtant, le festin n'est pas tout à fait terminé. Vous avancez lentement, passant devant des bols renversés et des os éparpillés vers le fond de la maison longue où quelque chose de plus calme, de plus rituel est en train de se dérouler. Les restes du festin sont triés, ce qui sera conservé, partagé ou brûlé. Car dans la culture viking, l'après-festin comptait autant que le festin lui-même. Une femme est agenouillée près du foyer triant, les os par taille. Ce n'est pas pour nettoyer, c'est une coutume. Les os bouillis étaient souvent brisés pour en extraire la moelle, puis brûlés de manière cérémonielle, ou même réutilisés. Des cuillères aiguilles, ou petits talismans runiques, ou non, étaient parfois façonnés à partir de ce qui avait été le dîner. Le gaspillage était un luxe que personne ne pouvait se permettre. Les chercheurs soulignent que cette utilisation minutieuse des parties animales reflète à la fois l'efficacité des Vikings, mais aussi leur spiritualité. Certains os étaient placés sous les planchers ou près des montants de porte pour éloigner les esprits ou attirer les bénédictions sur la maison. Et parfois, un invité repartait avec un fragment d'os comme souvenir, l'équivalent d'un doggy bag avec une touche sacrée. Vous en ramassez une petite côte polie par le feu. Elle est chaude et lisse, un rappel que ce festin était à la fois nourriture et symbole. La frontière entre le repas et le rituel est ici très mince.
Dans un coin, un homme aiguise une cuillère, pas une arme, juste une cuillère. Sculptée dans du bois, tachée par les années d'usage, elle est formée pour sa main. Les Vikings possédaient souvent leurs propres ustensiles, cuillères, couteaux, cornes à boire, portés avec fierté et gardés avec soin. En avoir un, c'était avoir sa place à table. Une petite identité, mais significative. Et les ustensiles n'étaient pas que des outils, ils étaient des indices. Les archéologues étudient encore les marques d'usure sur les cuillères, les traces de brûlure sur les chaudrons et les résidus dans les pots de stockage pour comprendre comment les Vikings cuisinaient, mangeaient et partageaient leur nourriture. Certains affirment que la couche de suie sous un pot de ragoût conservé en dit plus sur la vie quotidienne qu'aucune saga. Les historiens débattent toujours pour savoir si l'aménagement des repas dans la maison longue suivait une hiérarchie stricte ou seulement une coutume informelle. Le siège du chef était-il fixe ? Les invités tournaient-ils selon l'honneur, la famille ou la faveur ? Les preuves sont floues et la tradition orale laisse de la place à l'interprétation. Mais si votre cuillère était près du feu, vous comptiez. Un léger cliquetis attire votre attention vers un bol de graines d'huile du lin peut-être, ou du carvi sauvage. Utilisé pour cuisiner, oui, mais aussi pour replanter et échanger. Vous passez vos doigts dedans, elles sont sèches et parfumées. La toute fin du festin, les restes des restes, la promesse du printemps au cœur de l'hiver. Quelqu'un apporte maintenant une bière aigre. Pas l'hydromel de fête, mais le breuvage pratique au goût plat, fait des cales de céréales et de levure sauvage. Vous y goûtez en grimaçant. Légèrement amer avec des notes d'écorce et de résignation. Mais c'est buvable. C'est ce qui compte. Vous imaginez un adolescent viking à qui l'on tend une coupe de ça poussant un soupir dramatique. Certaines choses sont universelles. À côté de vous, un panier tressé et rempli poissons séchés, galettes d'orge, emballées, un torchon contenant un fromage à l'odeur de défiance. Ils seront portés au foyer voisin, partagés, échangés ou stockés. Un festin viking n'était pas juste une fête. C'était du ciment social. Un moyen de maintenir les alliances, de rappeler sa générosité ou, soyons honnêtes, d'en mettre plein la vue. Détail insolite. Certains foyers vikings inscrivaient des runes sur les récipients alimentaires, des bénédictions simples comme richesse-chance ou jamais moisi. À moitié charme, à moitié étiquette. Imaginez ouvrir votre garde-manger et voir un pot marqué « Ne pourrit pas » en vieux norrois. Vous aimeriez que les Tupperware modernes fassent ça. Alors que les braises se réduisent, vous remarquez quelque chose de curieux. Le toit de la maison longue a une fente étroite juste au-dessus de l'âtre. La fumée s'échappe en spirale lente, portant avec elle les senteurs de bois, de viande et de thym. Ce n'était pas un hasard. Le courant d'air aidait à préserver les poutres, à sécher la viande et à réduire l'accumulation de fumée. La survie rencontre l'ingéniosité. Vous vous allongez de nouveau les yeux suivant les poutres au plafond. Cet endroit est fait pour durer. Pas élégant, pas orné, mais solide, comme les gens qui y ont festoyé. Chaque bouchée, chaque toast, chaque feu crépitant, rien n'était tenu pour acquis. Le festin est terminé, mais le souvenir persiste. Les miettes de pain au sol, les pierres luisantes de graisse, les histoires à moitié racontées, les chansons à moitié chantées. Ce n'était pas juste à propos de nourriture. C'était une déclaration face aux tempêtes de neige et à la pénurie, nous sommes toujours là. Et maintenant, alors que les dernières braises s'éteignent, votre corps se détend dans le silence. Le bruit du festin a disparu, remplacé par le craquement bas du vieux bois qui s'endort. La maison longue est calme, paisible. Vous sentez encore la chaleur du feu sur votre peau, même si le froid tente de revenir. Votre ventre est plein, pas seulement de nourriture, mais du confort de la communauté, de l'écho, des rires, de la curieuse satisfaction d'avoir goûté quelque chose d'ancien. Vous fermez les yeux et vous laissez aller bercer par les couvertures de fourrure, la joue contre du lin tissé. Dehors, le vent souffle doucement, moins une menace, désormais plus une berceuse. La neige tombe sur le toit en rythme léger. Le temps ralentit, le passé se replie autour de vous comme une seconde peau. Vous le sentez, la rudesse, la résilience, la joie têtue de ceux qui affrontaient l'obscurité avec de la soupe et des chants. Gardez cette dernière image en mémoire, un bol de bouillie d'orge tiède, la vapeur qui monte en volute, une cuillère sculptée posée à côté. Tout est calme, tout est simple. Ce soir, vous n'êtes pas dans un musée. Vous êtes dans l'histoire, invité d'un long rêve d'hiver vacillant, un récit chuchoté à travers les siècles bouchée après bouchée. Dormez maintenant dans le silence de la mémoire viking. Laissez la neige enfouir le son. Laissez la chaleur vous porter. Vous êtes en sécurité ici.